Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de la saison 8 d'Allo-MG, votre émission médicale. Et vous savez qu'on a pris l'habitude de temps en temps de sortir des plateaux, de vous faire découvrir des endroits que vous ne connaissez pas. Et aujourd'hui, on va vous faire découvrir les coulisses de l'école de chiens guides d'aveugles qui se trouve juste à côté du zoo de Vincennes. Vous verrez tout à l'heure face au rocher, au fameux rocher du zoo de Vincennes, pour vous montrer un petit peu comment se passe la formation, l'éducation de ces chiens qui sont amenés un jour à accompagner les personnes qui ne voient plus, et Darlene, donc les personnes qui sont déficientes, donc aveugles, ou qui sont en train de perdre la vue. Alors, on va vous faire découvrir ce magnifique endroit. En plus, aujourd'hui, il fait relativement beau. Donc, on va aller voir dans quelques minutes les chiens, Mira et d'autres, et vous allez voir que l'endroit est magique. Voilà, je vous fais découvrir en même temps, vous allez découvrir en même temps que moi cet endroit magnifique. On est en pleine verdure aux portes de Paris. C'est tout à côté de la porte de Vincennes, du zoo de Vincennes. J'ai travaillé ici comme directeur et aujourd'hui je suis président. Le président de cette belle association. Une histoire de pratiquement 40 ans. Et là j'ai trouvé que peut-être encore un petit effort de ma part et puis après on laissera la place aux jeunes. Mais encore un petit effort je pense parce que l'ouverture de Buc qui est une grande espérance pour nous puisque c'est carrément doublé le nombre de chiens. Ça ne peut pas se faire comme ça, donc j'essaye de les aider comme je peux. Si c'était resté à Paris, je ne crois pas que je serais resté comme président, mais là il y a Buc, et Buc est quand même, je vous dis encore une fois, c'est carrément doublé. Donc il y a besoin d'un petit coup de main peut-être pour que ça aille au mieux. Les aveugles font confiance à cette école et aux éducateurs, et donc oui, il faut répondre à leurs demandes, donc ça y est un challenge, ouais. Et puis c'est un challenge aussi sur le plan national, parce que ça sera doubler le nombre de chiens guides, c'est pratiquement remettre un chien sur 3 sur le plan national. Donc c'est très intéressant. Ce sont des rencontres diverses et variées. Il faut citer le docteur Klein, il faut citer monsieur Jacques Bougnol, dont Jacques Bougnol c'est le nom que porte le centre de Buc. Et puis tous ces aveugles qui chaque jour vous disent, et particulièrement les femmes, lorsqu'une femme aveugle vous dit je travaille, je m'occupe de mon gamin, je vais faire les courses, je l'emmène aux associations. Moi, j'en fais pas autant, mais comment fait-elle? Comment fait-elle pour avoir cette force de vie? Elle, c'est au quotidien qu'elle me donne des leçons de courage. Le courage, voilà. Elles ont un courage, mais c'est hallucinant. C'est changer le regard, ça veut dire ne plus voir. Changer le regard, ça veut dire ne plus voir. Un aveugle qui passe avec son chien, vous ne le voyez pas. Ah tiens, il y a quelqu'un qui est passé avec un chien là. Voilà, ça c'est bien, c'est normal, quoi. C'est une normalité. L'éducation des chiens, mais que ce soit les chiens d'Australie, de Californie ou d'où vous voulez, c'est les mêmes. Concernant l'école de Paris, c'est uniquement une question de moyens. C'est que nous n'avons pas les moyens financiers. Qu'on nous donne un peu plus d'argent et on embauche. Et vous voyez bien, l'école, ça a été 20, 30, 40. Maintenant, on veut faire le saut pour passer à 80 progressivement, bien entendu, puisque c'est pour 2020. Mais et on ne pourra pas aller plus vite, parce qu'il y a aussi la formation des éducateurs. Mais l'école ne s'arrête pas à 80. L'école est prévue encore un peu plus. Il y a encore une marge, toujours en se référant aux Anglais, puisque les Anglais ont commencé bien avant nous, et ont quand même une expérience unique au monde. L'attente tient uniquement aux moyens financiers. Tous les chiens que vous avez sur votre gauche là-bas, et je crois qu'il y en a à peu près 800, ce sont des chiens qui sont tous dans ma mémoire, tous. Et les propriétaires, bien sûr, les acquéreurs de ces chiens, je les ai tous dans la mémoire. Aujourd'hui, notre société a besoin d'eux. Pour guider des personnes qui en ont besoin. Donc à nous de tout mettre en œuvre pour que ces animaux aient les meilleures conditions. Et je crois de ce point de vue-là, on a quand même fait des choses, des premières, nous en France, par rapport aux animaux, par rapport aux chiens.
aussi bien sur le plan médical que sur le plan technique. Tout à l'heure, on disait que c'était une des plus belles histoires contemporaines parce qu'elle est au présent. Elle se conjugue au présent. Il n'y a pas, je ne sais pas ce que sera le futur, mais il y a un passé. Le présent est comme il est, mais c'est vraiment une conjonction de compétences, de probité. Là, on est sur le site d'élevage de Buc, qui est une extension de l'école de Paris. Le site il est composé de 8 nurseries sur un côté de la parcelle et à l'opposé de 9 chenils d'adultes pour l'éducation des chiens. Le but de ce centre d'élevage était de pouvoir augmenter le nombre de chiens remis. Donc pour ça, il fallait faire naître les chiens dans un premier temps, pour après les placer en famille d'accueil et enfin les éduquer. Donc le site de Paris affichait complet en termes de place pour pouvoir accueillir les chiens en éducation et également pour pouvoir faire naître les chiens. Donc d'où cette extension sur le site de Buc. Aujourd'hui, avec donc 8 nurseries, on peut donc accueillir jusqu'à 8 portées en même temps. Nous remettons 40 chiens, ce qui correspond à peu près à 7 portées nées sur l'année. À terme, il y aura 120 naissances, donc 12 portées qui vont être réparties sur l'année pour remettre 80 chiens guides. On a une équipe de professionnels qui s'occupe de toute la partie élevage, donc qui va de la sélection, la naissance et l'éveil du chiot jusqu'à 3 mois et demi, avant son placement en famille d'accueil, qui pour l'instant se fait essentiellement sur le site de Paris. Le site de Buc n'est pas ouvert au public. Des journées portes ouvertes sur le site de Paris sont prévues le dernier week-end de septembre. Sur ces journées portes ouvertes, des démonstrations sur l'éveil des chiots, l'éducation et tout le processus de l'éducation des chiens sont mis en place. Vous vous trouvez dans ce qu'on appelle le préau d'éveil. Donc ce sont des séances dites de travail sous forme de jeu qui sont organisées pour les chiots. Donc différents agrès s'y trouvent et sont là pour y travailler notamment la confiance du chiot, l'équilibre, les agrès en hauteur pour élever le regard du chiot. Donc là la portée, c'est une portée de labrador, 9 labradors qui sont nés le 9 mai de cette année. Donc là ils ont quasiment 3 mois. On voit une petite golden qui s'y ajoute, une portée où le chiot était seul, donc qui a été intégrée à cette portée. Cette chienne-là a 15 jours d'écart avec les autres et on voit que l'intégration s'est très bien faite. Donc on a différents, donc là on voit des chiots qui sont en train de monter sur une balancelle formée avec des ressorts. Donc on a l'équilibre, tout ce qui est podotactile, locomoteur du chiot qui travaille. Alors l'éducation, en fait, elle commence presque dès la naissance. Les premières simulations se font à l'intérieur de la maternité. La maternité est composée d'une partie couverte, d'une partie semi-couverte et d'une partie extérieure. Donc ça fait déjà 3 espaces différents pour le chiot en termes d'éveil. Les vaccinations étant faites, le chiot passe dans une autre étape, un lieu qui est pour lui inconnu avec des agrès inconnus qui se trouve le préau. Puis le chiot passe dans le centre, dans sa totalité, pour enfin sortir dans la rue et dans tous les lieux publics. Le protocole d'éveil des chiots est un protocole général. La force de l'équipe et du regard professionnel va être justement de pouvoir adapter ce protocole à chaque chiot, parce que dans une portée, chaque chiot est unique. Donc effectivement, on va vouloir éveiller le système avec une stimulation auditive, olfactive, visuelle, peu importe, mais on va se rendre compte que tous les chiots ne sont pas prêts à recevoir cette stimulation, alors qu'ils sont nés à la même date et ils ont a priori évolué dans le même environnement. Mais chaque chiot a son propre tempérament, son propre caractère, et donc on va adapter notre protocole à chacun de ces chiots pour qu'ils vivent les stimulations. Les stimulations doivent toujours être vécues de façon positive pour les chiots. Ils sont encadrés par des professionnels qui sont des éducateurs et qui vont suivre cette portée de A à Z. Donc ils connaissent chaque chiot personnellement, si je puis dire, et donc lisent parfaitement toutes les petites émotions que le chiot est en train de vivre et va pouvoir ajuster ce protocole en fonction de ce que son chiot est en train de vivre émotionnellement. Je
suis responsable de l'éducation sur l'école de chiens guides de Paris, avec une particularité, c'est qu'il y a également le centre de Buc qui a ouvert ses portes en septembre, où effectivement je participe aussi à l'encadrement là-bas. Je suis à l'école de Paris depuis le mois de février 2002. Un éducateur déjà a 3 chiens en charge. Ça veut dire que pendant 6 mois, il a ces chiens-là sur lesquels il doit mettre en place un certain travail pour qu'il puisse devenir chien guide et qu'il puisse passer son certificat. La journée de type commence à 8 h du matin où on vient saluer nos chiens, leur apprendre à aller au caniveau, faire leurs besoins. On vient les soigner l'environnement dans lequel ils travaillent, donc ça passe par le nettoyage, ça passe par l'entretien des locaux dans lesquels ils vivent, et effectivement toute la partie soins des chiens au quotidien, leur donner à manger, les brosser, ça c'est la première chose qu'on fait le matin. Ensuite démarre la journée de travail à proprement parler, où là les chiens vont pratiquer un certain nombre d'exercices de manière individuelle ou en équipe avec d'autres éducateurs pour les amener effectivement sur ce programme de travail qui va leur permettre de passer le certificat d'aptitude. À l'école, on a la particularité et l'avantage, je dirais, d'avoir un élevage qui nous permet de faire naître nos chiens et de les sélectionner. Donc on va les voir évoluer depuis tout petit, ils vont être placés en famille d'accueil. Et à l'âge de rentrer en éducation, en fait, moi je vais avoir un besoin. Chaque éducateur, une fois qu'il a fait l'éducation de ses chiens et qu'il les remet, il va effectivement être disponible pour en accueillir un autre. Donc c'est un peu comme un instituteur avec des élèves. Il ne choisit pas ses élèves, il les a et il fait le mieux de son possible avec ses élèves. Donc là c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'un éducateur a besoin de chiens, il a des chiens en charge. On a effectivement la plupart du temps l'habitude de rencontrer des labradors ou des golden retrievers, souvent d'ailleurs ce que les gens appellent à tort d'une certaine manière des labradors à poils longs. Ce sont des cousins, mais donc voilà. Et dans ces cousins, on a également d'autres races de chiens qui en font partie, les flat coat retrievers. Donc c'est des chiens qui sont à la base des chiens de chasse comme les labradors et les golden, qui sont utilisés aussi en tant que chien guide. Et puis parmi les bergers, nous avons les bergers allemands qui est utilisé, le berger blanc suisse, le border collie qui est un petit berger utilisé entre autres très connu pour les moutons en règle générale. Et puis on a un chien un chien français qui s'appelle le barbet. Ça ressemble à un caniche avec des poils tout frisés. Qui est nécessaire de tondre de la même manière, et en fait qui a cette particularité de ne pas avoir d'allergène dans son poil. La prise en charge d'un chien et d'une personne déficiente visuelle à l'école, c'est une équipe pluridisciplinaire. C'est-à-dire que c'est pas la spécificité d'une personne qui va éduquer son chien, c'est-à-dire qu'au-delà de ça, il y a des professionnels qui vont s'occuper effectivement de s'assurer que le chien grandit dans les bonnes conditions pour devenir chien guide. Donc au-delà de la formation de l'éducateur qu'il va donner à son chien, il y a tout un suivi qui va être fait par les familles d'accueil, qui va être suivi par les personnes qui s'occupent de l'élevage. Et puis il y a tout le côté humain qui est pris en charge par une équipe d'instructeurs de locomotion, d'orthoptistes, de psychologues qui vont effectivement nous aider aussi dans cette démarche-là. Donc au-delà éduquer son chien, effectivement, des éducateurs canins pourraient leur apporter un minimum, mais effectivement, il y a une partie qui va être soutenue par tout ce travail complémentaire de l'équipe. Donc ça c'est une première chose. Effectivement, l'éducateur ne fait pas le travail tout seul. Et à côté de ça, nous, dans notre formation d'éducateur de chien guide, effectivement, on a, au-delà de la partie chien, il y a effectivement une formation de la prise en charge de la personne qui vient compléter notre formation d'éducateur. Nous sommes à la fois, on va dire presque à 90% de notre temps sur l'éducation de nos chiens, mais une partie de ces 10% qui nous restent sont la finalité, et voire même aussi importante que les 90% de notre temps. C'est-à-dire que un chien peut être très bien éduqué, mais si la remise est mal faite ou pas dans de bonnes conditions, le couple ne peut pas fonctionner. Donc encore une fois, il n'y a pas une part qui est plus importante, il faut vraiment que tout soit bien préparé, et effectivement c'est grâce à notre formation qu'on peut assurer ce travail. Donc il faut avoir ces compétences de pédagogue, de patience,
de régularité, de professionnalisme, effectivement, qu'on peut retrouver chez les éducateurs. Parce que le chien, effectivement, on va devoir le transmettre à quelqu'un d'autre. Donc on ne peut pas s'approprier le travail. Il va falloir qu'on le mette en place et que derrière, on l'explique aux personnes et puis le chien soit capable de continuer à faire son travail, quoi. Quand ils sont en famille d'accueil, les chiens viennent régulièrement en stage pour travailler, pour voir l'évolution. Quand on croise un chien guide d'aveugle, alors ce que j'essaie toujours d'expliquer, c'est avant effectivement de ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire, j'essaie de leur expliquer pourquoi il ne faut pas le faire. Un chien qui est concentré sur son travail, qui va devoir être vigilant aux gens qui arrivent, aux choses à rechercher, la porte du bus, ainsi de suite. Le chien doit être concentré, donc il ne doit pas être perturbé par ce qui peut se passer autour. Le fait de venir solliciter le chien pour lui faire une caresse, même si on en a très envie, détourne l'attention du chien. Donc détourner l'attention du chien, c'est effectivement faire prendre des risques à la personne, c'est faire perdre du temps aussi d'une certaine manière dans son déplacement aux gens. Dans ces cas-là, il vaut mieux effectivement attendre que la personne soit arrêtée. Bien évidemment, avant de toucher au chien ou de solliciter le chien, il y a une personne qui est derrière ce chien-là. Donc la moindre des choses, c'est effectivement de s'adresser à la personne et de lui demander simplement si elle l'accepte qu'on caresse son chien. Voilà, c'est des petites règles toutes bêtes, mais effectivement, le fait de déconcentrer le chien peut provoquer des erreurs chez le chien qui sont forcément pas profitables à la personne qui est derrière, quoi. Il faut éviter de le solliciter, il faut ne pas le faire, tout bêtement, parce que si le chien est amené à observer son environnement pour détecter les obstacles, s'il est en train de se faire caresser, du coup il est à l'arrêt, ou il est en train de tourner la tête du mauvais côté, et il ne peut pas être attentif de la même manière que s'il était bien concentré dans son travail. Donc pour pouvoir effectivement lever la tête et un peu observer ce qui se passe en hauteur, il ne faut pas qu'on le déconcentre à ce niveau-là, mais de la même manière, que ce soit sur le côté ou au sol, le chien est amené à identifier et à être en vigilance quand il y a des obstacles. Il a appris à faire un certain nombre de choses, vous verrez sur le parcours. Donc il faut qu'il soit vigilant, qu'il soit attentif et qu'il soit à même de pouvoir le faire le moment venu. Mais on fait partie d'un petit maillon, je vous disais, c'est une grande chaîne. Voilà, il n'y a pas un membre de l'équipe qui fait plus ou moins qu'un autre. C'est-à-dire que les gens qui sont à l'élevage ont autant d'importance que les gens qui sont en famille, et que l'éducateur, et que la personne qui va effectivement assurer le travail avec les personnes derrière. Je travaille à l'école depuis 3 ans. Je suis arrivée ici après une formation de bac pro dans le milieu du chien et du chat. Et je cherchais vraiment un métier qui allie la passion du chien et le besoin et l'aide à la personne. Je suis éducatrice de chien guide d'aveugle du coup, et à l'école je suis alliée au pôle éducation. Donc par éducateur, nous avons 3 chiens en éducation. Donc chaque jour, on s'occupe, on prend déjà une première partie de notre temps pour s'occuper du chien, l'entretien, le brossage qui est très important, le nourrissage, on s'occupe vraiment des soins au chien. Et ensuite, on part travailler dans les rues ou à l'école si on a des travails spécifiques à mettre en place. Et on travaille le matin et l'après-midi dans les rues avec les chiens. On a 2 sorties. Quand on va dans la rue, on cherche à apprendre au chien à prendre de l'expérience. On recherche des obstacles pour lui apprendre à les marquer, à les éviter, à nous rechercher des choses, à nous rechercher le siège si on a envie de s'asseoir 5 minutes. Si l'aveugle il aura besoin de prendre le bus, et nous rechercher un bus pour nous permettre d'avoir un trajet le plus fluide possible. On recherche l'autonomie et un déplacement le plus fluide possible. On cherche à lui donner de l'expérience pour qu'il ne se pose pas de questions, qu'il sache ce qu'il a à faire. Après, on va rechercher des rues où il y a des obstacles, où on va pouvoir lui apprendre à les marquer, à nous les éviter, à restituer un peu tout l'apprentissage qu'on a mis en place avec lui. On va également lui demander des recherches de bus, de métro, où l'aveugle en aura besoin quotidiennement sur ses trajets pour aller au travail, pour aller voir des amis. Et c'est vrai qu'on lui apprend vraiment un déplacement le plus fluide possible et le plus sûr possible pour ne pas se poser de questions. Pendant les séances de travail, du coup, on va lui apprendre à nous marquer un passage piéton,
Donc dans un premier temps, on va lui apprendre à s'asseoir au trottoir. Ensuite, on va lui apprendre à attendre notre ordre pour traverser, à traverser en ligne droite ou en suivant vraiment les bandes au sol. Ensuite, on va lui apprendre à remonter. On va lui apprendre à marquer un obstacle, à s'asseoir quand il y a un passage étroit pour qu'on sache qu'il faut passer doucement, qu'il faut l'identifier. Ensuite, on va lui apprendre à nous les éviter par la route si le trottoir est totalement bouché, à nous faire un contournement et à remonter au plus vite sur le trottoir, ne pas rester trop longtemps sur la route. On va lui apprendre à nous rechercher un siège en posant sa tête sur le siège et en allant identifier avec notre main la tête du chien pour trouver notre siège. On va lui apprendre à nous marquer un bus en allant dans l'arrêt de bus et en posant sa tête sur le siège également. C'est plein d'apprentissages qui nous serviront à lire le chien et à comprendre ce qu'il veut nous transmettre. On les met en place par répétition. On va faire vraiment des séances courtes dans un premier temps, plutôt dans un environnement facile pour qu'il ne se pose pas de questions, qu'il n'ait pas envie d'aller voir ailleurs. Ensuite, on va augmenter le niveau avec un environnement plus compliqué, avec plus de stimulation autour qui va lui permettre vraiment de le renforcer cet exercice et de nous le restituer. Lui, pour l'instant, je suis en éducation, je lui apprends les ordres. Ensuite, pour valider mon exercice, je vais mettre un bandeau sur les yeux et je vais sortir avec un collègue qui va assurer ma sécurité parce qu'il est encore en éducation pour vraiment valider mon exercice et pour que je sois sûre que le chien l'a compris sans lui donner mes codes de voyante, sans l'aider. Et je vais me mettre vraiment dans la situation où je ne vois pas et c'est lui vraiment qui doit se débrouiller et me restituer tout ce qu'il a appris. Jaemon a été en famille d'accueil pendant 1 an où ils ont travaillé avec lui les ordres de commencement, tout ce qui est la propreté, les ordres de base, l'obéissance, le assis, le coucher, la place, le tapis dans la maison. Ensuite, il est rentré en éducation pour 6 mois. Et dans 6 mois, du coup, il va être remis à un aveugle à vie, du coup. Il aura atteint l'âge de 2 ans à peu près. Alors bonjour, je m'appelle Ayat Chaïb. J'ai une rétine pigmentaire, diagnostiquée assez tard, pas spécialement à la naissance. On savait que j'avais une déficience visuelle, du fait qu'on n'ait pas diagnostiqué la maladie très tôt, donc j'ai fait un parcours un peu, ce qu'on va dire, entre guillemets, traditionnel. Et arrivé au collège, mon prof de sport a pris conscience que les balles de handball me passaient un peu au-dessus de la tête, à gauche, à droite, et que je les captais pas même quand elles étaient vraiment pas très loin de moi. Et là, on a vraiment pris conscience de l'ampleur en fait de mon handicap visuel. Et à partir de là, j'ai commencé à fréquenter les structures spécialisées. Qui dit rétinique pigmentaire dit aucune vision nocturne, par exemple. Moi, je sortais le soir, le matin, des fois, quand j'étais au collège, on pouvait avoir cours à 8 heures, donc je partais alors qu'il faisait nuit. Il me reste quelque chose, je n'ai pas encore tout perdu. Je vois bien mon champ visuel rétrécir d'année en année. Il y a encore, j'ai passé mon brevet avec un stylo et une feuille. Voilà, donc j'ai pu à l'époque lire et écrire. C'était difficile. J'ai passé mon bac en structure spécialisée à l'Institut national des jeunes aveugles, donc j'ai appris le braille à l'âge de 17 ans. L'utilisation de la canne blanche aussi, ça a été très très difficile parce que là d'un coup on était en train de me faire comprendre que j'étais sûrement, pour moi, canne blanche était égale à cécité, chose que j'ai eu beaucoup de mal à accepter. Au début j'ai voulu vraiment faire les deux, c'est-à-dire travailler et en même temps continuer mes études, continuer ma licence de droit international. Mais très vite, je me suis rendu compte que c'était vraiment très très difficile. Là où un voyant va mettre 1 heure ou à peine à commenter un arrêt de la Cour de cassation ou un arrêt quelconque, moi j'avais besoin de yeux, déjà une première lecture, une deuxième lecture, on prend des notes, donc effectivement, voilà, on prend beaucoup plus de temps. La canne au chien, c'est très récent. Depuis 2 ans, j'ai décidé que je ferais des séjours toute seule. Partir en vacances, moi, mon handicap et ma canne blanche. Non, ça a été un choix. Mes amis, j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait pas le tour du monde, mais j'ai fait quelques continents, j'adore voyager. Je cherchais vraiment cette liberté, cette autonomie. Je voyais bien qu'avec ma canne blanche, j'étais un peu arrivée au bout. J'avais déjà tout fait avec ma canne blanche et j'ai besoin encore de plus. J'ai besoin de repousser encore les barrières, les frontières, tout ce que vous voulez. J'ai besoin d'aller plus loin. Et là, j'ai pensé qu'effectivement, c'est le chien qui allait me permettre de réaliser tous ces rêves que j'ai encore. J'ai plein de rêves dans la tête.
Et je pense qu'avec le chien, on va les réaliser petit à petit. Et le mois de novembre dernier, on m'a dit, bah écoutez, Madame Chaïb, peut-être qu'on a un chien pour vous. Ok, super. Je suis venue ici à l'école et on m'a présenté Hiro, qui était là. Et ce fabuleux Hiro, en fait, avant qu'on fasse la remise du chien, donc on est accompagné par l'école des chiens guides. Ils viennent voir à peu près notre autonomie, comment on se déplace, voir un peu ce qu'ils appellent la locomotion, remettre à jour certaines choses avec nous, parce qu'effectivement, bon voilà, on a tendance des fois à se déplacer, mais des fois il y a des informations qui peuvent nous aider dans notre quotidien, qu'on ignore, parce que moi j'ai été formée à la canne blanche il y a très très longtemps. Et un jour en venant ici, pour faire de la basse vision, pour voir, ils voulaient savoir à peu près ce qui me restait encore en acuité visuelle, j'ai rencontré cette petite bête dehors, dans la cour. C'était la première fois que je caressais un chien parce que j'aimais pas les chiens. J'aimais pas du tout les chiens. Je trouvais que ça sentait pas très bon, ça léchait, c'était toujours là sous nos pattes. Voilà, j'avais vraiment aucune passion pour les chiens. J'en avais d'ailleurs très rarement vraiment touché. Et en venant ici, j'avais touché ce premier chien, c'était un mois de mai. Moi, ça fait qu'1 an, je l'ai que depuis le mois de novembre dernier. Donc là, je suis encore dans... Il y a un accompagnement qui est fait. Alors, c'est pas très régulier, c'est selon mes demandes. Donc, selon mes besoins, je peux interpeller l'école des chiens guides pour qu'on vienne m'aider pour une remise à niveau éventuellement. Je m'appelle Antoine Moreno, je suis maître donc de ICO, chien guide de l'école de Paris. J'ai perdu la vue à 18 ans. Par une affection qui s'appelle la rétinite pigmentaire. Je venais de terminer mon apprentissage et tout mon avenir s'est complètement effondré lorsque j'ai commencé à perdre la vue. Je suis rentré à Valentin-Houy pour la formation du standard, ce qui m'a permis de rentrer dans la vie active rapidement, fonder une famille, et bien par la suite faire aussi beaucoup d'activités comme n'importe quelle personne. On a eu l'information qu'il y avait des écoles de chiens guides et notamment l'école de Paris qui venait d'ouvrir. 6e chien, oui, parce que le premier chien c'est un chien Chica qu'on m'avait, un chiot qu'on m'avait offert. ICO, c'est mes yeux, c'est mon premier compagnon et c'est vrai que nous devenons tellement fusionnels que c'est un couple qui marche ensemble. Le jour où que le chien n'est pas là, eh bien, il manque quelque chose, un élément. Et cet élément, je le vis tous les jours à la maison ou dans mes déplacements. La première chose à qui je pense dès que je me lève, c'est mon chien. Je suis devenu athlète, effectivement. J'ai fait 10 ans d'équipe de France d'athlétisme et tous mes chiens m'ont accompagné et m'ont permis notamment d'accéder au niveau, puisque j'étais international sur marathon. Le travail de l'école est jusqu'à, si on peut dire, la fin du chien. Et effectivement, pour nous, il est important d'avoir toujours une relation. Nous pensons et nous avons des projets ensemble pour que les personnes puissent venir à l'école faire de la détente, ce qui existe déjà en question de promenade, mais également aussi avec, par exemple, du tandem, faire que le chien se dépense autrement, que la personne découvre par exemple le tandem, le vélo, hein, chose que tous les déficients visuels et tous les aveugles ne font pas, malgré que ce soit relativement à leur portée, et de pouvoir également aussi corriger certaines choses qu'on peut avoir des habitudes qui ne restent pas dans l'école. Par exemple, si on ne fait pas attention, le chien peut aussi renifler. Ou par exemple renifler et uriner
ils devinent vite nos défauts et si on ne le reprend pas comme il faut, si on n'a pas un œil extérieur qui nous dit hop, faites attention quand il fait tel mouvement, il va, eh bien, ce sont des choses qu'on laisse faire malgré nous et quand on veut les corriger, il est pour nous difficile. Et le fait d'avoir ce suivi permet à ce qu'on se reprenne, qu'on soit plus fin dans l'analyse du mouvement du chien pour que ça ne dérive pas. Jusqu'à présent, là, bon, j'ai toujours fait très attention, mais là, je me suis aperçu dernièrement que lorsqu'on arrivait au passage piéton, eh bien, la première chose était de renifler les poteaux qui sont sur les côtés qui nous permettent de nous positionner, et ensuite de lever la patte et pisser. Voyez ? Et là maintenant, eh bien, grâce à ce travail de suivi, eh bien, je fais beaucoup plus attention parce qu'on me l'a dit, et ton chien il a tel comportement, donc ça nous a permis de corriger à tous les deux. Je suis éducateur au suivi des équipes. En fait, je suis les équipes à partir du moment où le chien a été remis à son maître, voilà, tout au long de la vie avec son maître, dans toutes les étapes qui vont suivre, voilà, pour les accompagner, pour continuer à les accompagner après la remise, pour que ça se passe au mieux tous ensemble. J'avais pas tellement de connaissances sur la déficience visuelle, en tout cas pas plus qu'un autre. J'avais pas forcément de parents ou de proches qui étaient malvoyants ou non-voyants. Mais c'est le travail d'abord avec le chien qui m'a attiré vers l'école, et en connaissant le métier, parce qu'on part de zéro et puis on ne peut pas faire de formation avant pour rentrer dans une école de chien guide. En fait, il faut trouver une école qui accepte. Voilà, c'est l'école qui embauche une personne et qui après forme, parce que c'est un métier où il n'y a pas beaucoup de postes et c'est vraiment très spécifique. Ce serait pas nécessaire de former des éducateurs comme ça à grande échelle, parce que pour l'instant il y a peu d'éducateurs en France. On doit être peut-être une soixantaine ou quelque chose comme ça, ou 70 éducateurs diplômés. Je n'ai pas les chiffres en tête exacts, mais voilà, en tout cas c'est très restreint. Donc et en travaillant avec les chiens et les personnes non-voyantes, comme j'ai toujours aimé le contact humain, rendre service. Voilà, j'ai éprouvé beaucoup d'empathie pour eux et du coup ça m'a, voilà, c'est complémentaire et c'est pas l'un plus que l'autre, c'est vraiment le travail du chien et la personne, le travail avec la personne qui est important pour moi. C'est important d'avoir un lien avec les chiens qu'on a en éducation, parce que le chien travaille parce qu'il a envie et il travaille aussi pour faire plaisir à son éducateur et puis après à son maître. Donc c'est important qu'il y ait un lien qui soit fort. Je dirais qu'on s'attache tous à nos chiens, mais ce qui nous fait plaisir et ce qui est important pour nous, c'est qu'il puisse réussir sa formation et accompagner une personne. Qu'un chien soit réformé ou des choses comme ça, là c'est plus un échec. Voilà. Nous, le but, c'est un petit peu comme un professeur avec ses élèves, il a envie de les faire progresser, qu'ils aient leur diplôme en fin de cycle, et puis qu'ils continuent leur vie. Voilà, c'est un petit peu, je pense que c'est un petit peu cet esprit-là, en tout cas, de l'éducateur. On a la chance d'avoir un contact régulier avec les maîtres de chiens guides, surtout au suivi, puisqu'on doit les revoir annuellement, en tout cas, pour contrôler si tout se passe bien, refaire des petits points sur les exercices, et il y a toujours des petites corrections à faire. Donc ça nous permet de suivre le chien tout au long de sa vie, quoi. Puis quoi de plus sympathique de voir quand ça se passe bien avec son maître et tout ça. Donc, voilà, ça c'est vraiment le but. J'ai une anecdote qui m'a beaucoup marqué. C'était un chien que j'avais en éducation. Et à une époque, on faisait des démonstrations dans Paris. Donc on partait en équipe à plusieurs et on faisait des permanences de tour de rôle sur le stand, et les autres, on partait à tour de rôle travailler le chien dans le quartier. Et j'avais pris un chien, c'était en plein Paris, dans un quartier qu'on connaissait ni moi ni lui. Et puis je suis parti dans mon travail, à travailler les directionnels, les droites, les gauches, le devant, sur des passages piétons en plein Paris. Et puis j'étais très concentré dans mon travail. Et puis au bout de 20 minutes, c'était le temps que je retourne
pour faire ma tenue de stand, enfin tenir le stand. Je dis bon, bah, on va repartir. Puis je pars dans une direction et j'ai mon chien. Il m'écoutait plus. Il voulait absolument me donner une autre direction. Je dis mince, travailler tout ce temps pour... Et puis en fait, ça n'a pas trop marché. C'est au début, hein, tout ça. Et puis il me l'a fait plusieurs fois. Et puis j'ai fini par l'écouter. Simplement, je l'ai laissé faire tout du long. Je lui donnais simplement les directions pour les ordres pour traverser, des choses comme ça. Et de lui-même, il m'a ramené au camion, alors que moi j'étais parti complètement dans une autre direction. Donc il y a vraiment c'est des chiens qui ont vraiment un fort potentiel, même au niveau voilà, de leur représentation mentale, leur sens de l'orientation, comment il avait retrouvé. Il a fait plus attention que moi, en tout cas c'est sûr, j'étais plus concentré sur les exercices que sur le trajet, et c'est lui qui nous a ramenés à bon port en fait. Mon mari et moi, on fait famille d'accueil maintenant depuis plus qu'1 an et demi. Ça c'est Moira. Si je peux présenter la petite Moira. Oui, ça c'est Moira, notre 3e mission. On a commencé au mois de janvier 2015 avec Iwen, et puis on a eu une petite Linka, un joli labrador noir. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi de devenir famille d'accueil? Les raisons, elles étaient multiples. En fait, on voulait toujours faire quelque chose pour du bénévole, pour aider les gens. Un jour, mon mari, il a vu sur la station, je pense que c'était Porte de Charenton, du tramway, il a vu une famille d'accueil avec leur chien en formation. Et il a pris en photo. Il m'a montré ce soir-là. Il a dit, bah, tiens, ça c'est quelque chose qu'on pourrait faire et serait vraiment sympa. En plus, on était un peu inspirés pour le travail bénévole de sa mère à Rome. Elle fait les visites pour les aveugles et malvoyants dans des musées de Rome par la touche. Et donc, on a été un peu inspirés de ce qu'elle fait, elle. Et puis, encore une fois, bah, c'était génial de trouver que ça existait à Paris, un service si important pour les gens qui ne voient pas. Moi, je suis assez maladroite et moi, j'ai du mal parfois dans les rues de Paris. Et donc, je m'imaginais si je ne voyais pas. Et j'imaginais les gens qui ne voient pas et comment ça pourrait être difficile et comment ça pourrait être facile avec l'aide d'un chien guide. Ce sont des missions en général autour de 9 mois, ça peut être aussi 1 an. Ça peut être un peu moins, ça dépend de chiots quoi, et leur progrès. Parce que bon, comme nous, ils sont tous différents. Et comme les élèves, moi je suis prof aussi à l'université. Et donc, comme mes élèves, comme les êtres humains, ils progressent à des vitesses différentes. Actuellement, on est suivi de près des éducateurs de l'école. En fait, il y a beaucoup de monde qui me pose cette question quand je suis dans le métro, quand je suis dans la rue. Est-ce que vous avez une formation et moi, je réponds toujours, on est formés ensemble. Voilà. Moi, j'apprends avec elle et c'est grâce aux éducateurs de l'école des chiens guides qu'on a des moyens pour bien éduquer. Et en fait, il faut nous éduquer d'abord. Il faut être disponible, mais même si ça prend beaucoup de temps, moi je mens pas, ça prend du temps, mais ça devient, ça fait partie de la vie, c'est pas vraiment une contrainte. Bon, le chien, il m'accompagne, elle, le ou là, m'accompagne partout, donc c'est métro, boulot, dodo, mais c'est aussi pour nous au moins c'est l'opéra, on est très très amateurs de l'opéra. C'est l'opéra, ce sont les concerts, c'est les longues balades autour du monument de Paris, c'est des voyages en train, c'est des voyages en avion. Elle a déjà pris l'avion ? Elle non, pas encore. Pas encore.
Notre deuxième mission, elle a pris l'avion avec nous pour aller... elle a assisté en fait à un mariage, le mariage de mon beau-frère à Copenhague. Donc, et là, même à la mairie de Copenhague, on a pu rentrer avec elle et ça c'était génial parce qu'elle a assisté à un mariage dans une salle géniale, un événement spécial. C'était formidable. À l'opéra, en fait, à l'opéra Garnier, à l'opéra Bastille, à la Philharmonie, en fait, c'est le seul endroit où ils nous ont demandé de montrer sa carte de l'Inca, en fait. Pour le moment, on n'a pas vu de spectacle. C'est hors saison maintenant. Mais oui, non, on a en théorie l'accès à tous les endroits publics. Et donc, oui, les spectacles et tout quoi. Moira, c'est très difficile de s'en séparer. Moira. On s'attache, oui, c'est normal. C'est normal qu'on s'attache, mais on sait dès le début pourquoi on le fait. Pourquoi on le fait, que la fin va arriver un jour ou l'autre. Et donc, déjà, on a cette idée en tête. Ça déchire quand même le cœur. Hein. Je ne vais pas vous mentir. Hein. Mais pour nous, pour le moment, oui, c'est triste, mais on est aussi content pour eux et puis pour la personne qui va recevoir. Et puis c'est pas comme perdre un animal, perdre un être de notre vie, parce que on a des nouvelles. Parfois, pendant qu'ils sont en éducation à l'école, parfois on les voit en éducation à l'école, et puis si la personne qui va bénéficier du chien, si la personne le veut, il nous donne aussi des nouvelles. Par exemple, notre première mission, il est avec son aveugle depuis le début du mois de novembre de l'année dernière, et récemment on a eu des nouvelles de lui, de la dame, et donc ça reste... C'est un peu comme les parents quand ils doivent envoyer leurs étudiants à l'université, vivre loin, voilà. Ils font leur vie, ils font leur carrière, c'est pas, disons, une fin, ils continuent leur vie. Et on reste, si on a de la chance, on reste un peu en contact. Je pense que c'est une mission qui donne beaucoup. Ça nous a donné vraiment beaucoup, à part le plaisir, l'amour, les câlins, parce que les chiens aussi, ils nous donnent les câlins. Hein. À part tout ça, ça nous a, en étant des étrangers à Paris, ça nous a vraiment donné une opportunité de participer pleinement dans la vie et dans notre ville, Lumière. Et ça nous a vraiment donné beaucoup. J'ai jamais eu 6 temps de conversation avec des Parisiens avant de commencer ces missions-là. Je suis le docteur Yves Layani, vétérinaire, et en particulier vétérinaire des chiens guides d'aveugles de Paris, dont je m'occupe depuis plus de 25 ans. Car au début, j'ai été l'assistant du docteur Michel Klein, qui a été à la base, à la fondation de cette école. Donc après, quand il a cessé son activité, j'ai pris le relais, et donc voilà, un quart de siècle au service des chiens guides d'aveugles. Donc on les a vus grandir, on les a vus évoluer, et puis maintenant on les connaît bien. On ne peut pas imaginer un chien guide d'aveugle qui soit par exemple un teckel ou un Yorkshire. Ça serait un chien qui serait trop petit, qui ne serait pas assez vu par les passants dans la rue. Donc il faut un chien qui soit assez corpulent et qui ne tombe pas à la première secousse venue. Donc on veut des chiens robustes, ça c'est la première étape. Et c'est pour ça qu'on voit souvent des retrievers, des bergers, parce que ce sont des chiens qui ont une bonne taille, qui sont robustes sur leurs pattes, et donc ça c'est bien. La deuxième chose, et qui est très importante pour un chien guide d'aveugle, c'est qu'il ait la tête haute et qu'il regarde loin devant. Alors là c'est un petit peu plus compliqué, parce que comme on prend souvent des croisements de chiens de chasse, les chiens de chasse ils sont connus pour leur flair et pas pour leur vue. Et donc on sélectionne parmi ces chiens des chiens qui ont tendance à faire la tour de contrôle, à regarder loin devant pour repérer les obstacles avant même qu'ils n'arrivent. Et c'est ça ce qui est le travail des sélectionneurs de race, c'est trouver des chiens qui soient robustes, grands et avec une vision lointaine. Alors c'est un vaste programme que la sélection des chiots et surtout donc des reproducteurs. Parce qu'en fait quand on sélectionne les reproducteurs, on les sélectionne donc comme on l'a dit à partir des gabarits et de leurs aptitudes physiques, mais ensuite au niveau du comportement. Et malheureusement on n'arrive pas encore à savoir de façon précise quelle part
du comportement des parents va se retrouver chez les petits. Donc après, une fois qu'il y a eu une portée qui a été calculée, optimisée au mieux, eh bien, il faut voir ce que ça donne. Et après, il y a un deuxième tour de sélection qui se fait et on va choisir parmi les chiots les plus aptes. C'est-à-dire que s'il y a un chien qui est complètement distrait, qui pense à courir après les papillons et pas regarder du tout sa route, on ne va pas le garder. Si on a un chien qui a un problème, par exemple, il a un problème de vue, il a un problème de démarche, on ne va pas le garder non plus. Donc en fait, on fait une sélection à partir de reproducteurs sélectionnés, mais les petits naissants de cette reproduction-là vont eux aussi être sélectionnés. Depuis que l'école a créé ce centre d'élevage de buck, donc il y a un centre qui est spécifiquement dédié à la production de nouveaux chiens guides d'aveugles. Donc ce centre de buck, c'est un centre d'élevage, alors qu'à Paris, dans le 12e, en face du Rocher des Eaux de Vincennes, on a plutôt un centre destiné à l'éducation des chiens. Une fois que les chiots naissent, eh bien, la mère s'en occupe très très bien, et ensuite, nous rapidement, on va les voir, s'assurer qu'ils soient bien réellement en bonne santé, qu'il n'y ait pas de problème. Et puis, à partir de l'âge de 2 mois à peu près, on va commencer à s'intéresser à la prophylaxie, c'est-à-dire à la prévention des maladies qu'ils pourraient attraper, donc les vaccinations. À 2 mois, on fait les vaccinations. 3 à 4 semaines plus tard, on fait déjà des rappels de vaccination. Et puis, on suit l'évolution de la mère et de ses chiots. Après, à l'école, ils ont du personnel qui s'occupe de l'évolution psychologique des petits chiens. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte qu'ils soient très stimulés, on va faire en sorte qu'ils aient par exemple des lumières, des objets qui bougent, qui tournent, qui fassent du bruit, etc. pour qu'ils n'aient peur de rien. Parce que quand ils seront chiens guides, effectivement, il ne faut pas qu'ils aient peur d'une mobilette qui passe, il ne faut pas qu'ils aient peur d'un chat qui miaule, il ne faut pas qu'ils aient peur d'un pigeon qui roucoule. Donc ils n'ont peur de rien. Comme je dis, ils doivent tout savoir. Avoir peur de rien, c'est des vrais polytechniciens. Ils sont plus suivis parce que c'est des chiens qui vont avoir un travail dans leur vie, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une fonction de chien guide et donc ce ne sont pas des chiens qu'on peut laisser sans surveillance. Donc avant même qu'ils soient engagés vers la voie de l'éducation définitive du chien guide, ils vont avoir par exemple un contrôle des hanches pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème de dysplasie, qu'il n'y ait pas de problème d'arthrose. On va s'assurer qu'ils n'aient pas de problème visuel, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de problème qui les empêche ensuite de devenir chien guide. Voilà, donc toutes ces choses-là sont des choses qu'on suit en permanence. Et après, même placés chez des personnes déficientes visuelles, ces chiens continuent évidemment à être suivis. Il y a quelque chose d'important à savoir, c'est que les personnes aveugles ont un diagnostic très sûr de l'état de santé de leur chien. Figurez-vous que la personne aveugle, elle se rend compte si son chien voit ou pas. Elle se rend compte si son chien hésite ou pas. Elle se rend compte si son chien a peur le soir ou pas. Donc en fait, on a déjà des signes que nous donnent les personnes aveugles sur leur chien qui sont parfois bien plus précis que des personnes non aveugles qui nous parleraient de leur chien de compagnie. Vous vous rendez compte à quel point donc l'aveugle est extrêmement sensible. Lorsque par exemple l'aveugle tient son chien avec son harnais et qu'il marche avec son chien, eh bien dans la perception qu'il a de son harnais, il va savoir que son chien boite à droite, boite à gauche, boite à l'avant, boite à l'arrière. Alors que des particuliers voient boiter leur chien avec leurs yeux et ils sont incapables de nous dire s'ils boitent de l'avant ou de l'arrière, de la droite ou de la gauche. Donc c'est dire à quel point ils sont observateurs sans leurs yeux, c'est incroyable. Mais c'est vrai, et ils ont des tas de sens qui sont en éveil, et c'est très important de le signaler. Donc en fait, c'est pas nous qui allons à la pêche aux informations, les aveugles vont nous donner des informations, et nous on va les exploiter, on va approfondir évidemment, puisque c'est notre rôle de vétérinaire. Mais il faut savoir qu'ils sont eux-mêmes aptes à diagnostiquer des anomalies, et toute anomalie, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas normal, doit être l'objet d'une consultation vétérinaire pour déterminer si c'est quelque chose de grave, pas grave, curable ou non curable. Alors, les dents peuvent être une source d'inquiétude parce qu'effectivement, un chien, par exemple, qui aurait une douleur dentaire très importante, à cause de ça, il aurait l'esprit captivé par cette douleur et il pourrait ne pas être un bon chien concentré sur son guidage. Donc c'est quelque chose de très important, effectivement, les dents. Et on les surveille régulièrement. Vous savez, les chiens, annuellement, ils sont vaccinés. Donc tous les ans, au moins une fois par an, ils passent chez le vétérinaire. À l'occasion de cette visite, il contrôle les dents, il vérifie, ah oui, elles sont usées, ah, il y a un peu de tarte, il va falloir le détartrer. Et petit à petit, comme ça, tous les éléments essentiels de la vie du chien. Pareil pour les oreilles. Parce qu'un chien qui a des oreilles qui n'entendent pas, c'est un chien qui ne peut pas bien se comporter, parce qu'il ne peut pas entendre le bruit d'un vélo qui arrive derrière le maître sur le trottoir, il ne peut pas entendre une personne qui arrive en courant. Donc les oreilles du chien, c'est super important, même si c'est un chien guide. Alors les chiens ont le droit d'aller absolument partout avec leur maître. Là où les humains ont le droit d'aller, le chien guide et son maître ont le droit d'aller. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des endroits qui sont plus ou moins propices aux chiens. C'est-à-dire que, par exemple, les escaliers mécaniques des métros, il faut s'en méfier parce qu'ils peuvent se blesser les pattes, etc. Mais en tout cas, un chien guide d'aveugle peut très bien aller au cinéma,
voir un film avec son maître. Ça a l'air surprenant, mais ça se fait très régulièrement. Un chien guide peut aller dans une exposition au musée. Il y a même des musées qui sont dédiés aux non-voyants où on peut toucher les œuvres avec nos mains et ressentir finalement de l'émotion simplement à ce contact. Les chiens guides peuvent aller dans des magasins avec leur maître. Il n'y a aucun problème. Ils peuvent aller partout. Prendre le train, évidemment. Ils peuvent aller absolument partout, accompagner leur maître. C'est une partie de leur maître, c'est les yeux de leur maître, finalement. On ne peut pas s'imaginer voyager sans une partie de soi-même. Et je suis né à Tiaret et effectivement, je suis convaincu que dans tout le Maghreb, ça serait parfaitement utile d'avoir des chiens guides d'aveugles éduqués pour servir la population locale qui peut en avoir besoin et qui, grâce à ça, considérera peut-être le chien comme un compagnon bien plus intéressant qu'il n'est considéré actuellement.